Ça ne sera pas trop long. Excellent. Donc, bienvenue à tous live sur Facebook. Comme à nos habitudes, on reprend ça à partir du lundi. Fini le vendredi, ça prend trop de temps pour moi. Je suis aujourd'hui avec mon ami Gabriel Bélanger de Bélanger Consultant. Bonjour Gabriel, ça va bien? Salut Maxime, ça va très bien, merci toi-même. Yes, merci. Écoute, on est en live sur Facebook pour discuter cannabis, groupe SGF, Feat Bélanger Consultant. Écoute, rapidement comme ça, Bélanger Consultant, c'est qui, c'est quoi? En fait, ça fait, c'est essentiellement, c'est moi qui offre des services à des entreprises dans l'industrie du cannabis. Ça fait 4 ans là, que je travaille avec différents producteurs au Québec, d'autres, j'ai eu des projets aussi en Colombie-Britannique. J'accompagne des producteurs, certains autant des applicants que d'autres qui sont en opération. Je te dirais que j'ai pas mal couvert là, toutes les étapes de l'idée, de la conception, la mise en place de la construction, l'obtention du permis, puis ensuite les opérations, mettre en place des systèmes d'extraction, par exemple. Donc, j'ai pas mal touché chaque étape là, dans le procédé à différents moments. Donc, c'est ça, de façon professionnelle et indépendante, là, j'accompagne différents producteurs. Super. Fait qu'écoute, tu es ingénieur de formation. Ta formation, qu'est-ce qui t'a amené dans le cannabis? Pourquoi ce domaine-là? Plusieurs raisons. D'abord, c'est ça, mon background, c'est j'ai un bac en génie chimie, donc je suis ingénieur en procédés. Donc, pour le cannabis, en fait, j'ai commencé là, en 2015. Là, je travaillais à la fin de mes études sur un projet d'entrepreneuriat. Je cultivais de la laitue en hydroponique. Je t'ai sorti un exemple là, de notre modèle. Check bien ça. Fait que c'est ça. Puis on avait un système qu'on cultivait, tout ça. Fait que ça a bien fonctionné. Fait que j'ai commencé, disons, à développer un peu, dans le fond, une connaissance là, en côté agriculture là, avec les laitues comme ça, qu'on cultivait avec des laits, pour avoir un produit frais et local 12 mois par année. Là, par la suite, j'ai été travailler pour une compagnie d'ingénierie pendant 2 ans et demi, où là, j'ai appris, bon, j'ai fait de la conception, vraiment, j'ai une conseil des usines alimentaires, pharmaceutiques. Un de mes clients, ça a été Medicago là, pendant 7 mois où j'ai travaillé. Medicago qui sont à Québec, qui cultivent là, du tabac en serre pour faire de la production de vaccins. Donc, on en entend parler là, ces temps-ci avec le COVID là, de Medicago qui travaille sur des vaccins. Donc, bref, c'est sûrement intéressant. Fait que ça m'a donné une plus grosse échelle de production végétale à des fins pharmaceutiques. Donc, là, je suis au département d'ingénierie là-dedans avec qui je travaillais. Puis par la suite, ben, moi, je voyais aussi l'industrie, la légalisation qui s'en venait. Puis je me suis dit, ben, quand le cannabis, ça va être légal pour le récréatif, parce que ça l'était déjà médical. Donc, là, ben, à ce moment-là, quand les projets vont arriver, ben, il ne faudra pas se demander comment on commence, il va falloir être prêt. Fait que je me suis formé, puis j'ai commencé à faire le premier design d'usine pour un producteur, un deuxième, un troisième, puis finalement, ben, j'ai développé un savoir-faire, puis je me suis ramassé rapidement à travailler là, temps plein, vraiment à faire des designs d'usine puis d'accompagner des producteurs. Le premier là, que j'ai fait, sur lequel j'ai travaillé, dans le fond, ben, avec l'équipe, évidemment. Là. La conception d'une usine, c'est un travail d'équipe. Ouais. Donc, le premier projet qui a obtenu son permis, là, sur lequel j'ai travaillé, c'est Terra Nueva, qui a eu son permis début là, 2019, en février l'année passée. OK. C'est ça. Puis, bon, de fil en aiguille, après avoir fait ça d'ingénierie, j'ai reçu une offre d'emploi là, non sollicitée à l'été 2019. J'étais en vacances, puis en Colombie-Britannique, là, tranquille. Puis finalement, ben, je me suis fait offrir une job au BC que j'ai accepté. Puis c'est un petit peu difficile de dire non avec Colombie-Britannique. En toute Ouais, honnêteté. ben ouais. C'est le Humboldt du Canada. Fait que quelqu'un qui travaille dans l'industrie C'est du ça. cannabis, c'est comme une chance vraiment inestimée, là. Ouais, je me suis fait, ça fait que 2018, en fait, c'est ça que je veux OK. je me suis fait offrir ça l'été 2018, une couple de mois avant que la légalisation arrive. Là.
Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé ma job comme directeur des opérations pour un producteur de cannabis en Colombie-Britannique. Je commençais le lundi 15, puis le mercredi 17, on légalisait. Fait qu'eux autres, le producteur, dans le fond, il avait déjà un premier permis de culture, transformation à une première usine près de Kelowna. Moi, j'étais en charge de la deuxième. Fait que là, j'avais déjà accès à la première usine où j'allais pour mettre en place l'extraction des procédés qu'on faisait au CO2. Puis la nouvelle usine, ben là, moi, j'habitais vraiment sur le site. Dans le fond, c'était zone agricole. Il y avait l'ancienne maison des propriétaires, il y avait les serres existantes qu'on mettait à nouveau. Fait que pendant la construction, là, en opération, c'est devenu des bureaux maintenant depuis qu'ils ont le permis. Mais pendant les opérations, la construction, dans le fond, c'est une maison. Fait qu'on pouvait habiter à l'intérieur. Fait qu'on faisait le OK. suivi là, de la construction. J'habitais sur le chantier à l'intérieur des clôtures. Ah ouais. Ouais, vraiment, là. Fait que travail à Les la deux pieds maison. sur le plancher, là. Ah ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'était 10 mètres, là, j'étais dans les serres, là. Fait que ça, c'était vraiment suivre la construction. Puis là, à ce moment-là, on était dans la demande de permis. Fait que, quand il t'envoie une lettre pour te dire qu'il te refuse systématiquement, là, puis là, l'intention de refus, là. En tout cas, ça, c'est drôle, là. Fait que, après, on a répondu à ça. Fait une partie, ça a été vraiment suivre le chantier. Il y a une partie, ça a été discuter avec les autorités réglementaires, tout ça. Fait que j'ai fait ça pendant 6 mois. Après ça, je suis revenu au Québec quand j'ai complété mon mandat là-bas. Puis, bon, ben, j'ai décidé de continuer à faire ce que je faisais, mais de le faire à mon compte, là, dans le fond. Là. Fait que ça fait là, un petit peu plus qu'un an que, dans le fond, je suis à mon compte. Fait que je travaille avec plusieurs producteurs là, au Québec, puis c'est ça. Cool. Écoute, si on revient un petit peu sur ton expérience à la direction des opérations en Colombie-Britannique, Ouais. bon, direction des opérations, ça peut avoir l'air d'un mandat relativement très large. Dans le day-to-day, c'était quoi les défis que tu avais à relever? Ouais. Très intéressant. Mais il y avait vraiment, je te dirais, peut-être deux aspects au travail. Il y a un premier aspect pour le nouveau site qu'on était en construction pendant l'obtention du permis. Puis l'autre côté qui était aller au site où on avait déjà les licences. Puis dans le fond, on avait du cannabis dans la voûte. Puis là, c'est de dire, ben, OK. regarde, il y a une gang qui produit du cannabis qui cultive. On stocke du cannabis dans la voûte. Puis là, ben, il faut vous le transformer. Fait que là, mettons pas cette place-là. J'allais là une semaine sur 4. J'avais un stagiaire en plus de l'Université de Sherbrooke qui était là avec moi, qui est venu faire son stage. Fait on avait le cannabis, on avait la machine d'extraction, on la partait. Fait que ça a été vraiment démarrer, faire les premières batches d'huile, créer les procédures d'extraction, former les employés qui étaient là. Fait que ça a été vraiment mon mandat pour l'usine en opération, c'était vraiment développer l'extraction. Puis pour la nouvelle usine, là, c'était là, faire des choix de technologie. Notre serre, c'était 175 000 pieds carrés. Fait que c'est quand... Aïe, aïe. Ouais, c'est ça, c'était quand même gros. Là. Fait que là, il fallait choisir, c'était rencontrer les ingénieurs pour les systèmes de climatisation, ventilation pour les serres, c'était parler avec les gens qui posaient. On était là pendant qu'on montait les salles. Quand les gens de sécurité étaient là, ben, on était avec eux, puis on posait les caméras partout. Donc, dans le fond, j'étais sur le site, puis on suivait la construction. Il y avait des gens qui venaient sur le chantier, on faisait le suivi avec ça. Puis il y avait beaucoup de décisions qui se sont prises en même temps, parce qu'à ce moment-là, il faut se mettre dans le contexte où cette application-là avait été déposée avant que la réglementation change. Fait que c'était des applications papier, concept. Puis là, ben, on devait comme livrer ce qui avait été proposé. Fait que l'approche était différente aussi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, puis écoute, pas obligé de me répondre, là, est-ce que tu sais si c'était une compagnie privée ou une compagnie publique? Non, dans le fond, ça, c'est des compagnies à la bourse. Là. OK. Ouais, dans le fond, le LP, c'était Botanicals Green Growers, qui ont 2 licences maintenant. Elle a été obtenue là, à la fin de l'année passée. Puis, mais dans le fond, Botanicals est possédé par Benchmark, qui est une compagnie à la bourse. Là. OK. Ben, écoute, tant qu'à parler de public versus privé, j'imagine, là, puis écoute, si c'est pas le cas, corrige-moi, mais j'imagine que dans ta business, dans ton core business, dans les jours actuels, tu travailles davantage avec des compagnies privées, right? Excellente question, Maxime. Dans le fond, mettons, le bassin de projets sur lesquels j'ai travaillé, OK, je te dirais que la majorité de mes projets sont des compagnies privées. OK? Ceci étant dit,
les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, dans le fond, je regardais ça, il y en a 6 qui ont des permis actuellement. Puis là-dedans, il y en a 4, c'est des compagnies cotées en bourse. OK. Fait que j'ai 4 licences qui sont de compagnies cotées en bourse, puis j'en ai 2, c'est des privés. Puis, mais la majorité de mes projets, là, mettons, ces temps-ci, depuis que je suis revenu, c'est vraiment beaucoup des privés. Ben, si je m'en vais vers là, c'est parce que la question est la suivante. Tu as vécu toi-même les opérations, la direction des opérations dans une compagnie qui est cotée en bourse, puis tu travailles sur des projets qui sont privés. Puis moi, personnellement, il y a un monde de différence dans ça. Puis je te parle peut-être plus davantage au niveau culture. Là. On serait assis avec mon ami Carl Richard, là, mon associé chez Mendicana, puis il nous dirait, ben écoute, moi, je fais ce que je veux dans la culture. C'est moi qui gère autant le portefeuille, qui gère la culture. Fait que j'ai le libre choix de ce que je veux faire. J'imagine que tu as remarqué toi aussi une espèce de différence de philosophie entre ceux qui sont cotés en bourse et ceux qui sont privés, non? Absolument. C'est pas pareil. Je te dirais, quand on est coté quand on est en bourse, ben, il y a des processus qui doivent être suivis. Il y a des bonnes façons de faire aussi de l'information. Certaines informations doivent être divulguées, il y a certaines façons de la divulguer. Par exemple, ben, une des fois, ben, on savait que la licence à 100 elle allait sortir. On était loin dans nos discussions, mais tu es une compagnie en bourse, tu n'as pas le droit de dire à personne que ça va sortir. Même si tu le sais, tu attends qu'elle sorte vendredi à 4 heures sur le site de Santé Canada. Après ça, tu peux appeler tout le monde. Fait qu'il y avait vraiment plein des choses comme ça. Mais à l'interne, je te dirais, mon expérience personnelle et professionnelle avec les compagnies cotées en bourse aussi, sont plus grosses, les compagnies aussi. Puis, une des raisons pour lesquelles, c'est que bon, le financement pour les producteurs de cannabis, c'est extrêmement difficile, voire inexistant. Et pour le financement avec les institutions. Donc là, les gens ils se retournent vers les options d'aller à la bourse pour aller être capable de vendre de l'équité, puis bref, sortir des actions aussi, puis aller se financer comme ça pour avoir du cash. Dans une compagnie privée, ben, les gens n'ont pas de permission à demander. Là, fait que ça va plus vite, on est capable de plus se revirer peut-être parfois. Je te dirais, mon expérience, c'est que certaines décisions se prennent aussi plus rapidement. Là, quand tu sais qui est-ce qui décide des fois à la compagnie. En tout cas, fait que je te dirais, c'est beaucoup plus flexible, puis on peut se revirer plus rapidement là, avec des producteurs privés. Ouais. Ben, je pense que c'est le constat qu'un peu tout le monde fait dans l'industrie entre les deux modèles. Bon, tu parlais du défi du financement. Toi, selon toi, mettons qu'on met de côté le défi du financement, le plus gros défi dans l'industrie du cannabis au Canada, puis peut-être plus particulièrement au Québec, parce que les deux, on fait notre travail au Québec. C'est quoi le défi que tu vois? Là? Laissons le financement de côté, parce que ça, tout le monde est conscient que c'est extrêmement dur de se financer, puis on ne peut pas se financer de manière traditionnelle. Mais le défi numéro un pour avoir une business qui a du bon sens et qui est viable dans le cannabis au Québec en particulier, selon toi, c'est quoi? C'est vraiment une excellente question. Je te dirais, mais je vais parler pour moi ce que j'ai trouvé le plus difficile, OK? Puis je pense qu'il y en a qui ça va les rejoindre. Tu sais, l'industrie du cannabis, là, je veux dire, c'est pas nouveau, le cannabis. T'sais. Ce qui est nouveau, c'est qu'on l'encadre maintenant de façon différente. T'sais. Fait qu'il y a plein de savoir-faire qu'il y a des gens possèdent, OK? Puis ces gens-là, euh, comme c'était dans le marché noir ou dans le marché médical, là, des fois dans les zones grises, mais ces gens-là ont développé une super grosse expertise. Ils ont un savoir-faire. Puis, tu as une nouvelle industrie réglementée, encadrée, que comme plein de gens ont plein de bonnes volontés, mais ils n'ont aucune idée comment commencer. T'sais. Fait que je vois beaucoup de gens que ça, c'est parfait. Ils ont la volonté de démarrer un projet, ils ont fait leur devoir parfait, puis il y a comme un défi entre joindre un certain savoir-faire, dans le fond, qui est existant, qu'il faut intégrer, puis puis amener dans ce marché réglementé-là. Fait que ça, c'est un des défis que je vois. Puis, de trouver aussi des sources d'informations fiables. Pour les Ouais, gens parce qui qu'il veulent se lancer. y en a pour tous les goûts. Là, si tu ouvres Internet, tu cherches des SOP, tu peux en trouver, mais bonne chance pour opérer ton usine. Fait que l'information n'est pas si disponible que ça non plus. Hein? Non, vraiment. L'information est. Puis quand elle est disponible, ben là, tu regardes, par exemple, tu dis, bon, regarde, on va voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Là, tu regardes aux États-Unis. Mais là, aux États-Unis, c'est pas la même réglementation. C'est Santé Canada, c'est beaucoup plus réglementé. Je te donne un exemple. Là. Quelqu'un qui dit, OK, ben moi, je vais me partir
mes opérations, je vais avoir un producteur en serre, quelqu'un, si tu vas sur Internet, genre faire cultiver du cannabis, tu arrives sur quoi? Tu arrives sur un site, c'est genre cultiver du cannabis dans mon sous-sol.com. Fait que, mais c'est correct, peut-être que tu es capable d'arriver à 4 plants dans un sol, mais une opération commerciale à grande échelle, ça n'a pas les mêmes besoins. Puis trouver l'information pour le faire de façon. Cultiver du cannabis, c'est pas la difficulté. Les gens sont capables de prendre des plants de cannabis, les mettre dehors, revenir une couple de mois plus tard, puis ils ont poussé. Comme oui, faire du bon cannabis de qualité, ça prend une main. Il y a un savoir-faire, ça prend des horticulteurs. Mais comme ce que je veux dire, c'est que la difficulté, le master grower, même s'il maîtrise son horticulture, la difficulté, c'est de le faire conforme à la réglementation et de suivre Santé Canada. C'est vraiment là que c'est difficile. Tu as bien beau avoir le meilleur, la meilleure personne, sa machine d'extraction pour te faire la meilleure rosin, peu importe, là, ça presse. Puis si tu le fais pas, puis tu n'as pas documenté tes affaires papier comme du monde, mais tu ne pourras pas sortir ton produit. C'est aussi plate que ça. Oui, puis ça pose beaucoup de défis pour ceux qui essaient d'intégrer le marché alors qu'ils étaient dans le marché noir puis qui veulent rentrer dans le marché légal. C'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Écoute, question pour toi. Ailleurs au Canada, on dirait que la culture à l'extérieur du cannabis est un peu plus répandue. Je parle vraiment dans le marché légal. La plupart des microproducteurs, par exemple, qui ont été autorisés au Canada, ont des installations extérieures. Au Québec, on dirait que c'est pas encore très popularisé. Tu vois ça comment, toi, la culture à l'extérieur? Il y a des gens qui voient ça d'un œil très, très négatif et qui se disent bonne chance pour avoir des produits qui vont être conformes avec les règles de Santé Canada. Puis de l'autre côté, il y a un peu un choc d'idées en disant oui, mais en même temps, mon coût de production est tellement bas, j'essaie de m'isoler, etc., etc. Tu vois ça comment, toi, la culture extérieure au Québec? Ben, au Québec, je vais me comparer avec les autres provinces. Les autres provinces, il y a vraiment beaucoup de cannabis. Mettons, c'est l'Ontario, la Colombie-Britannique, de l'Alberta-Québec. Ouais. Disons, là, tout d'abord. La Colombie-Britannique, il fait beau, puis il fait chaud. Fait que cultiver à l'extérieur, ça se fait bien. L'Alberta, c'est des plaines, il y a des serres, puis quand quand on parlait de ça, il disait, tu sais, from gas to grass. Là. Fait qu'on lâche le pétrole, on cultive. C'était vraiment ça. Fait que les autres, ce côté-là, c'est aussi plus propice là, à la culture. Au Québec, il fait fret. Au Québec, il fait fret, puis l'électricité ne coûte pas cher. T'sais. Fait que c'est sûr que, si tu fais un projet, ben, c'est qu'est-ce que tu fais pas à la place. Fait que c'est sûr que l'Ontario aussi, il fait fret en Ontario, mais je veux dire, ça dépend de ton projet il est où. Après ça, est-ce que, oui, ça va te coûter moins cher, par exemple, à opérer à l'extérieur. Ben, on va parler pour un projet micro, par exemple. C'est vrai que ça va te coûter vraiment moins cher. Ça va te coûter moins cher à construire, ça va te coûter vraiment moins cher à opérer, mais tu as une seule récolte dans l'année. Sauf que là, est-ce que c'est grave d'avoir une seule récolte dans l'année? Peut-être pas. Vraiment Non, pas. Est-ce que effectivement. ton projet est rentable? C'est ça la question. Même si tu te fais, mettons, ton 200 mètres carrés, puis que, crime, t'en fais une récolte par année, mais mon Dieu, tu te fais des sapins de Noël gigantesques là, dans chaque mètre carré, ben, crime, peut-être que tu vas avoir moins que quelqu'un qui va avoir produit 4 récoltes dans son année, mais celle que tu vas avoir faite, elle va t'avoir coûté vraiment pas cher, même si tu le vends un petit peu moins cher. Es-tu rentable, oui ou non? Puis c'est ça qui détermine si tu fais ton projet. Puis souvent, une des difficultés aussi que je vois pour les gens, pour répondre encore, ajouter à la question que tu posais, ben, de trouver aussi le lieu précis, Ouais. là, le site. Ça, c'est une des grandes difficultés des gens. Parfois, ils ont le financement, ils ont l'équipe, mais il manque la place pour le faire. Fait que trouver un endroit là, idéal pour réaliser leur projet de culture et de transformation, là, ça, c'est un défi. Oui, ben effectivement, il n'y a pas un projet qu'on peut considérer comme étant en démarrage ou concret tant il y a aussi longtemps qu'ils n'ont pas une place d'arrêter. Puis comme tu dis, tu as beau avoir les poches les plus profondes qu'il n'y a pas, ben, tant que tu n'as pas de localisation, tu n'as pas de projet, autrement dit. Là, je pense que c'est la réalité qui rattrape tout le monde. Écoute, dans le day-to-day, j'imagine que tu travailles sur des projets au Québec, puis tu as travaillé au BC aussi. Y a-t-il aussi une différence? Bon, oui, le public, le privé. Y a-t-il une différence de philosophie dans comment on gère une entreprise et un projet au Québec versus en Colombie-Britannique ou dans le cannabis, selon toi, ça se ressemble beaucoup, puis peu importe où ce qu'on
on se trouve au Canada, ça risque de se ressembler? Je te dirais, c'est pas nécessairement le fait que c'est un projet de cannabis ou pas. Mon expérience, c'est vraiment le côté culturel, tu sais, l'industrie en général, mettons par exemple du cannabis, la culture dans la société là, envers le cannabis en Colombie-Britannique, je veux dire, eux autres, il y avait des magasins récréatifs qui étaient tolérés. Là. Genre, on est loin de ça au Québec. Là. On avait genre un magasin qui était là pour vendre médical, puis qui est en train de se faire fermer. Tu sais. Fait que, Ouais. la culture n'est pas à la même place pantoute en termes de société, mais en termes de faire de la business, une fois que tu es dans le projet, euh, je te dirais, non, là, je veux dire, c'est business is business. Là. Ça dépend des gens sur qui tu tombes, là, vraiment. Ouais. Effectivement, c'est sûr que les entrepreneurs en arrière du projet, ils jouent pour beaucoup au niveau philosophique. Là. Écoute, tu parles un peu aussi bon, que le Québec est un peu plus fermé, que c'est pas la même philosophie, la même culture à ce niveau-là. On n'a pas encore beaucoup d'exemples concrets à se dire les producteurs québécois vont quand même avoir leur place, puis ces choses-là, vu les réglementations du Québec, sont quand même assez restreintes. Toi, tu vois ça comment dans un horizon 5 ans, le marché du Québec, puis peut-être plus le marché artisanal aussi au Québec, parce que très tranquillement, pas vite, je pense que ça s'en vient. Tu vois ça comment, toi? Euh, je pense que ça va vraiment évoluer peut-être, j'ose croire, plus vite qu'on pense. Là. Parce que bon, il y a Santé Canada aussi qui regarde, mettons, pour les produits avec CBD. Il y a un paquet de choses qui s'en viennent aussi. Mais, bon, le Québec, on aime ça consommer local, on aime ça encourager le monde du Québec. Puis il y a un savoir-faire, il y a des produits qui sont là. Les producteurs, les permis vont sortir bientôt. On a déjà les premiers microcultures, les premiers micro-transformations qui sont sortis. Fait que je pense que le défi, mettons, pour quelqu'un qui est un micro-producteur, étant donné que, pardon, microcultivateur, ben, dans le fond, comme tu vas en vrac, ben, ton défi, ça va être de trouver ton partenaire qui a sa licence de transformation, que lui, ben, soit tu y vends directement, mais si toi, par exemple, je ne sais pas moi, tu as ton savoir, mais tu veux vraiment ton brand dessus, ben, d'avoir quelqu'un que lui, ben, il va mettre ton étiquette pareil dessus. T'sais. Et oui, tu vas avoir du small batch, mais en tout cas, moi, je vais parler comme expérience d'utilisateur, c'est bien personnel, mais moi, autant le cannabis que la bière, je préfère en boire moins, mais prendre celle qui est faite en microbrasserie ou en microculture pour payer un peu plus cher pour un produit de qualité. Effectivement. Ça, c'est mon approche. Je pense qu'au Québec, il y a plein de gens qui se sentent un peu dans ça. Si les producteurs sont capables de faire, je vous dirais, essayer soit d'être vraiment dans petite batch qualité. Moi, je pense qu'on ouvre encore des microbrasseries puis ça fonctionne encore. Mm-hmm. Un produit différent, de qualité. Puis là, moi, pour le premier, je vais aller payer un premium pour le produit. Ou bien d'aller dans, on fait du volume low cost. Mais comme essayer entre les deux, là, ça va être un petit peu plus difficile. Là. Effectivement. Penses-tu, tu sais, si on fait la comparaison avec la SAQ, là, la SAQ, les tablettes sont pleines, puis il y a une méga rotation, puis oui, les gens, tu sais, la SAQ s'approvisionne à l'extérieur, mais il y en a vraiment, il y a de l'offre pour tous les goûts, là, autant du vin très, très, très abordable qu'il y a du vin haut de classe. Penses-tu que dans le cannabis, il y a matière au Québec, est-ce que ça soit comme ça aussi? Moi, je pense qu'on va tendre vers ça. Ça ne sera peut-être pas affiché de la même façon parce qu'il ne faudra pas faire. Il y a du cannabis qui va être de qualité supérieure, puis les gens vont essayer de se démarquer dans le minimum, maximum du branding qu'ils peuvent faire avec leur design des pots, mettons, des choses comme ça. Fait que ça va être un défi, mais oui, certainement, là, les consommateurs, ils ont toute la place pour faire leurs reviews des produits. Puis ça, on va être capable de le voir. Puis je veux dire, les gens en ce moment sur le marché récréatif distinguent là, lesquels sont bons, sont moins bons. Fait que ça se fait. C'est juste on est dedans, puis on est tellement encore au début, tous les nouveaux produits vont rentrer. Comment on vient d'avoir le hashish qui vient de rentrer? On n'a pas encore les vapes, mais à un moment donné, peut-être, ça va rentrer, parce qu'ailleurs, il y en a, je ne sais pas. En tout cas, puis avec les extraits on va commencer à avoir d'autres produits, là, par exemple, la Rosin, un paquet d'autres affaires qui vont rentrer ces tablettes à la SQDC un moment donné, mais là, les gens vont pouvoir aussi s'informer. Moi, je le vois, ceux qui consomment ces produits-là, les extraits, les concentrés, mais c'est ceux qui savent pas mal déjà à quoi s'attendre. Ils savent qu'est-ce qu'ils recherchent. Là.
Ouais, c'est ça. Puis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, je pense que faut pas que les gens oublient non plus dans l'industrie, puis particulièrement les joueurs dans l'industrie. Faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Là. On est vraiment, vraiment au début de tout ça. Tu sais, 2 ans dans une industrie, c'est tout à fait rien. Là. Je veux dire, c'est vraiment les balbutiements. Mais je pense il y a encore de l'espoir. Parlant d'espoir, en Ontario, bon, il y a la COVID qui sévit partout. Si on tasse la COVID, je pense qu'on n'entend que parler de ça. Fait aujourd'hui, j'ai décidé qu'on ne parlait pas de COVID. Mais voilà, j'en ai quand même déposé quelques mots. Mais bon, mettons qu'on enlève tout ça. L'Ontario était sur le point de préparer un programme de Farmgate, là, vraiment que le cultivateur puisse vendre sur place de ses produits. Penses-tu réellement qu'on va voir ça arriver un jour au Québec? J'aimerais ça. Je pense que c'est tout un fantasme hein, pour tous les joueurs Moi, dans l'industrie. je vois ça comme un fantasme au Québec. Tu sais, j'espère profondément voir ça. Est-ce qu'on va voir ça? Écoute, je pense que non, mais j'espère que quelqu'un va me prouver le contraire, tu sais, dans le fond. Ouais. Parce que c'est le même défi, là. Mais par exemple, là, je regarde avec l'alcool, tu sais, la distillation, les micro-distillateurs, là, tu sais, d'être capable de faire leur produit sur place, puis ça a été compliqué pour qu'ils aient le droit de pouvoir vendre leurs propres produits sans comme, que la SAQ fasse, je ne sais plus combien, genre, mettons 50% de marge, je dis des chiffres, là. Mais tu sais, en tout cas, moi, je leur souhaite, je veux voir ça. Est-ce que ça va arriver? J'ai pas l'impression que c'est le modèle qu'on a au Québec vraiment, tu sais. Puis même dans la façon de faire, tu sais, c'est cohérent dans le fond avec l'Ontario sur le modèle où il y a des privés, tu peux avoir ta propre boutique Ouais. de vente au détail. Fait que pourquoi pas laisser le producteur avec lui-même sur sa propre vente au détail si tu veux. Tu sais, c'est cohérent avec le modèle ontarien. Tandis qu'au Québec, ben, on est avec un modèle différent de société d'État qui possède le monopole. Tu sais. Fait que s'il y a quelqu'un de la SQDC qui m'entend, ben, on garde la SQDC, mais on ajoute des privés qui rentrent en compétition pour voir qui fait le mieux. OK? Si jamais vous m'entendez, on fait ça. Oui. Julien Fortier. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est un beau fantasme. Je pense que le modèle de l'Ontario est un peu plus propice. Mais tu sais, comme tu le dis, les micro-distillateurs, même j'ai juste le mot anglais, là, mais vineyards, les petits producteurs de vin, ouais, les vignobles ont le droit aussi de vendre à domicile. Donc, moi, je pense que ça pourrait se faire. Je pense que ça serait intéressant de le voir arriver, mais je pense pas que dans un horizon 5 ans, c'est la priorité. Mais peut-être que dans 10 ans, un peu comme les micro-distillateurs l'ont vécu, peut-être que dans 10 ans, tantôt, vous allez venir faire le tour à l'île d'Orléans, puis vous allez me voir sur un terrain en train de vous envoyer la main avec des pancartes pour montrer des produits. Est-ce que ça va arriver? Peut-être. Peut-être pas à court terme, mais bon, ça serait ça serait un beau cadeau que l'État nous ferait pour stimuler ce marché-là. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est quand même un apport dans l'économie qui est intéressant. Ailleurs au Canada, ça marche beaucoup. Puis, l'Ontario s'était un peu planté sur son modèle initial, a scrappé ça et est reparti en neuf avec son modèle, puis semble vouloir créer quelque chose d'intéressant. La Colombie-Britannique s'est réveillée un peu tard, mais là, tranquillement, pas vite, ça commence à prendre la place. Donc, je pense, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le marché légal, oui, a tout un défi à remplir pour détruire le marché illégal, mais qu'on est sur la bonne voie, veut pas, afin de se rendre là. Oui, il y a des défis, mais bon, j'imagine qu'on va s'y rendre. Tu vois ça comment, toi, écraser le marché illégal? Ben, tu sais, c'est un concept de transition, tu sais, puis on s'entend, il y a personne qui a jamais prétendu que le lendemain, là, le 17 octobre, c'est légal, puis le 18, il n'y a plus de marché noir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis, il va toujours en avoir des gens qui vont le faire en dehors du cadre réglementaire. Tu sais. Fait que ça va continuer d'arriver. Tu sais. Il y a encore des gens en tout cas, tu peux acheter plein d'autres produits qui sont légaux, mais tu peux l'acheter dans un autre contexte aussi. Tu sais. Fait que c'est vraiment de le réduire, là, on va dire ça comme ça, au lieu de l'éliminer au maximum, mettons. Puis il va y avoir, je pense, le public en général, disons, est déjà, mettons, avec la SQDC. C'est sûr qu'il faut transitionner du marché noir. Ben, à mon avis, là, ça va être, c'est beaucoup ceux qui sont vraiment des connaisseurs puis qui savent exactement les produits qu'ils veulent puis qui ne se sentent pas représentés puis concernés avec les produits en succursale. C'est des gens qui sont un consommateur occasionnel. Comme moi, je vais aller à la SQDC, m'acheter mon joint pré-roulé, c'est réglé mon affaire. Mais quelqu'un qui
consomment depuis longtemps plusieurs produits qui, par exemple, qui consomment des vapes, qui consomment des extraits déconcentrés, tous des produits qui ne sont pas disponibles à la SQDC. Tu sais, cette personne-là, c'est quoi ses options? Elle n'a même pas l'option de l'acheter légalement encore. Tu sais. Fait que c'est réglé, tu sais, elle peut pas. Fait que là, ben, je pense que pour arriver à ça, ben, il faut permettre justement d'intégrer le plus de produits possible. Fait que ça, c'est une affaire. Au niveau du prix, bon, le Québec, c'est quand même les moins chers au Canada. Fait que ça, il faut leur donner, même si ça reste quand même cher. D'avoir peut-être d'être cohérent avec le modèle d'acheter du volume puis un rabais au volume. Autant que ça se fait partout, sauf avec le cannabis. Le marché noir, il te le fait, puis le marché noir, il te le livre en plus. Fait que, oui, c'est ça. En plus d'avoir des rabais, en plus d'avoir un peu moins, plus de produits, on l'a mentionné tantôt, juste le fait de ne pas avoir les vapes au Québec, je pense qu'on est la seule province avec, je pense que c'est le Manitoba, si je ne me trompe pas, là, qui n'a pas de vapoteuse non plus. C'est sûr que ça n'aide pas à prendre les parts du marché noir. Puis en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puis je suis loin d'être un scientifique de la santé publique, là, mais quand on nous dit que c'est pour éviter tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec les cartouches de vapotage qui contenaient des additifs non qui étaient nocifs, on a quand même, je pense qu'au Québec, la santé publique, on dirait qu'elle oublie qu'on a Santé Canada au-dessus de tout ça qui réglemente ça de manière hyper serrée. Fait que, les risques, en tout cas, comme je le dis, je suis loin d'être quelqu'un à la santé publique, mais sachant qu'on a Santé Canada qui repasse sur tout, puis que c'est bien écrit noir sur blanc dans la loi aussi, que tous les additifs sont interdits. Et on dirait qu'il manque une petite notion de cohérence entre la réalité et ce qu'on essaie de nous faire avaler. C'est que tu en penses? Ben moi, en tout cas, je suis vraiment, disons, dans le modèle pour le cannabis. Tu as la proposition du gouvernement du Canada, puis tu as les ajouts restreignants, restrictifs là, des provinces. Moi, je serais resté avec ce que le gouvernement du Canada proposait sans ajouter de restrictions. À mon avis, c'est ça qui a été préférable. Si on parle, par exemple, on veut éliminer le marché noir. Un bon exemple pour ça, ben, c'est la culture à domicile. Au Québec, on ne permet pas la culture à domicile de 4 plants. Fait que si quelqu'un cultive de 1 à 4 plants, ben, il pogne une ticket. Bon. Mais ça fait quoi? Ça fait que quelqu'un, on va comparer avec la bière, peu importe, son cannabis, au lieu de le payer 6, 7, 8 piastres le gramme à la SQDC, qui a un monopole, puis dans le fond, ça oblige les consommateurs à dire, ben moi, la seule place que je peux l'acheter, c'est là-bas, je ne peux pas le produire pour moi-même, à un coût plus faible. Fait que ça force, dans le fond, les gens à dépenser plus cher à un produit au lieu de, puis ils ne peuvent même pas avoir le temps de faire la même. Fait qu'ils vont dire, ben, moi, le faire pareil, puis je vais le faire illégalement. Oui, c'est ça. Ben écoute, on se bat fort là. On devrait avoir une date de cour d'appel pour aller se battre contre le procureur pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Honnêtement, je pense que la décision de première instance était assez claire que bon, c'est un droit que tous les Québécois devraient avoir. Ils ont décidé d'amener ça en appel. Le reefer madness est encore bien présent dans l'esprit du gouvernement, j'ai l'impression. Fait que, advienne que pourra. Hey, Gab, je veux vraiment te remercier pour ce temps. Une petite demi-heure en ce lundi matin, très, très apprécié. Merci de nous avoir partagé ton expérience. Puis écoute, si les gens veulent te contacter là, pour tout ce qui est procédé, design, ces choses-là, j'imagine Bélanger Consultant au pluriel.ca, c'est ça? .com. Puis, .com, sinon, effectivement, excusez. Ah non, non, pas de stress. Sinon, bon, là, vous êtes probablement en live là, sur Facebook, fait que par Messenger aussi, évidemment, là, j'ai quelques personnes avec qui on communique via ça. Puis, dans mon approche, là, c'est ça, je suis plus un project manager de projet de cannabis. Là. Donc, vraiment, là, j'ai des producteurs qui ont différents. Tous les projets sont différents, puis les, les timelines aussi. Donc, on s'adapte vraiment pour chaque personne. En tout cas, donc, vous êtes les bienvenus à venir me parler de votre projet. Ça me fait plaisir d'écouter où est-ce que vous êtes rendu puis voir comment on peut faire de vos projets un succès. Là. Yes, hey, merci beaucoup encore, Gabriel. Puis écoute, en ces temps, j'ai dit que je ne parlerais pas de COVID, mais je vais te souhaiter que tout va bien de ton côté en Beauce. Fait que je vais te souhaiter le meilleur. Puis on va espérer qu'un jour, on puisse se resserrer la main dans des temps mieux que ceux actuels. Merci à toi, Maxime. Merci beaucoup. Yes. Hey, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Puis, yes, normalement, on devrait se revoir lundi prochain pour un autre live qu'on va annoncer sur notre page Facebook. Merci beaucoup à tous.